Quand mon mari s'est finalement montré au récital de notre fille après 3 ans d'absence, il n'est pas venu seul. Il avait amené avec lui cette femme, celle avec qui il me trompait depuis des mois. Et lorsque ma petite de 7 ans a demandé qui était cette dame assise à côté de son père, c'est à cet instant précis que j'ai décidé qu'il ne se servirait plus jamais de nos enfants comme public pour ces humiliations. J'ai donc fait une chose à laquelle personne ne s'attendait. J'ai rassemblé chaque message, chaque justificatif, chaque mensonge qu'il avait raconté. Et quand son avocat a pensé pouvoir m'intimider lors du divorce, j'ai mis sur la table non seulement les preuves de son infidélité, mais aussi tous les dossiers que j'avais archivés pendant des années, démontrant à quel point il avait toujours été absent de la vie des enfants. Le juge ne m'a pas seulement accordé la garde exclusive, il a également fixé une pension alimentaire destinée à compenser par l'argent tout ce qu'il n'avait jamais donné par sa présence. Aujourd'hui, mes enfants ont enfin trouvé la paix. J'ai retrouvé ma dignité. Et lui, il a appris que la négligence aussi a un prix. J'étais assise au 4e rang de l'amphithéâtre de l'école, mon portable vibrant sur mes genoux pour la 10e fois en 5 minutes. C'étaient des messages de lui, disant que la circulation était un cauchemar, qu'il allait arriver d'un moment à l'autre. Mais je savais déjà que c'était un mensonge, tout comme je l'avais su pour les 12 autres spectacles de l'école, les 6 anniversaires, les innombrables rendez-vous chez le médecin. Ma fille, Chloé, était derrière le rideau de la scène, et je la voyais jeter un œil à travers la fente, cherchant son père dans le public. Elle portait cette robe de ballerine rose que j'avais cousue à la main parce qu'il avait prétendu ne pas avoir d'argent pour en acheter une neuve, alors qu'il venait tout juste de changer de voiture. Et quand l'institutrice a annoncé son nom et que le rideau s'est ouvert, j'ai vu ma petite de 7 ans balayer rapidement la salle, le cherchant. Son sourire a vacillé une seconde quand elle a compris que son père n'était pas là, une fois de plus. Mais elle a pris une grande inspiration et a commencé à danser. Et j'étais là, filmant la scène avec mon portable, les mains tremblantes, essayant de lui sourire et de lui faire un signe, mais à l'intérieur, j'étais en miettes, car je savais exactement ce que cet enfant ressentait. Puis, la porte de la salle s'est ouverte. C'était lui. Enfin. 3 ans qu'il ne s'était montré à aucun événement de l'école, et il avait décidé d'apparaître précisément ce jour-là. J'ai ressenti un tel soulagement que j'ai mentalement pardonné tous ces retards passés. Mais au moment où il est entré, alors que je me tournais pour lui faire un signe discret afin qu'il voie où nous étions assises, j'ai vu qu'il n'était pas seul. Il y avait une femme à ses côtés, jeune, jolie. Elle riait de quelque chose qu'il venait de lui murmurer à l'oreille, et ils se sont assis ensemble, 3 rangs derrière moi. Je suis restée paralysée. Mon cœur battait si fort que je pouvais entendre mon pouls dans mes tempes. Chloé venait de terminer sa prestation et descendait de la scène en courant dans ma direction, un immense sourire aux lèvres. Elle m'a serrée dans ses bras et m'a murmuré à l'oreille si papa était venu. Je n'ai pas pu répondre. J'ai simplement pointé discrètement derrière nous. Et quand elle a regardé et l'a vu, assis avec cette femme qu'elle n'avait jamais vue de sa vie, ma fille de 7 ans a reporté son regard sur moi, une confusion si profonde dans ses yeux que j'ai senti mon monde s'effondrer. Elle a demandé tout bas, « Maman, c'est qui la dame avec papa ?» Et c'est à cet instant précis, avec ma fille de 7 ans me posant une question à laquelle je n'avais pas de réponse, avec mon mari assis là, derrière nous, jouant au père présent tout en exhibant sa maîtresse à un événement scolaire de notre fille, que quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était pas de la colère, ni de la tristesse, c'était de la lucidité. Une lucidité froide, cristalline, sur le fait que j'avais laissé faire ça bien trop longtemps, que mes enfants méritaient bien plus que des miettes d'attention assaisonnées d'humiliations publiques. Et tandis que je tenais la main de Chloé, la sentant trembler dans l'attente de ma réponse, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Plus jamais, ai-je pensé. Plus jamais il ne se servirait de mes enfants comme décor pour ses trahisons et sa négligence. Et dans cet amphithéâtre bondé de parents présents et de familles heureuses, j'ai commencé à planifier ma fuite. Avant de continuer cette histoire, je dois faire une pause pour remercier chacun d'entre vous qui me regardez. Vous n'imaginez pas à quel point cela compte pour moi de pouvoir partager ces expériences.
Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez en ce moment ont traversé des épreuves similaires ou connaissent quelqu'un qui est en plein dedans. Et c'est précisément pour cette raison que j'ai créé cette chaîne, pour que personne ne se sente seul dans ce parcours, pour montrer qu'il est possible de se sortir de situations qui semblent sans issue. Alors, si cette histoire vous touche d'une manière ou d'une autre, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton d'abonnement juste en dessous, activez la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos et laissez un like pour que YouTube propose ce contenu à plus de personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules. Chaque abonnement, chaque like, chaque commentaire fait toute la différence. Ça m'aide à continuer de vous apporter ces histoires. Et maintenant, retournons dans cet amphithéâtre parce que ce qui s'est passé après ce jour-là a complètement changé ma vie et celle de mes enfants et il faut que je vous raconte tout. Laissez-moi reprendre depuis le début pour que vous compreniez comment... Laissez-moi reprendre depuis le début pour que vous compreniez comment j'en suis arrivée là. J'ai rencontré Richard quand j'avais 23 ans. Il était charmant, attentionné, il savait toujours quoi dire. Il travaillait comme directeur commercial et semblait avoir toute sa vie planifiée. Les 6 premiers mois, il a été parfait. Il venait me chercher au travail, m'apportait des fleurs sans raison, appelait juste pour savoir comment s'était passée ma journée. Quand il m'a demandé en mariage au bout d'1 an, je n'ai pas hésité. Je pensais avoir trouvé l'homme de ma vie. Nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie simple, car il disait qu'il valait mieux économiser pour notre future maison, et j'étais d'accord. J'ai toujours été pragmatique. Les 2 premières années ont été belles. Nous vivions dans un petit appartement en location, mais il était douillet. J'étais institutrice et il gravissait les échelons dans son entreprise. Puis, Chloé est arrivée, ma première fille, et c'est là que tout a commencé à changer, petit à petit. Au début, c'était de petites choses. Il disait qu'il était trop fatigué pour se lever la nuit quand elle pleurait, que j'étais la mère et que c'était donc naturel que je sache mieux m'occuper d'un bébé. J'ai accepté, pensant sincèrement que c'était logique. Quelques mois plus tard, il a commencé à sortir plus souvent avec ses collègues, des afterworks qui se prolongeaient jusqu'au petit matin, des week-ends pour jouer au foot. Quand je lui demandais de rester à la maison pour m'aider avec Chloé, il disait que je cherchais à le contrôler, qu'il travaillait toute la semaine et méritait de se détendre. 2 ans plus tard, Matteo est né, mon 2e enfant. Et là, son absence est devenue encore plus flagrante. Il n'est venu à aucun des rendez-vous prénataux, prétextant qu'il ne pouvait pas s'absenter du travail. Quand Matteo est né, il est arrivé à la maternité 4 heures après l'accouchement parce qu'il était en train de conclure une affaire importante. Il a tenu le bébé pendant 5 minutes, a pris une photo pour la poster sur les réseaux sociaux avec une légende émouvante sur la paternité et il est reparti. J'étais seule dans cette chambre d'hôpital, je venais d'avoir une épisiotomie, submergée par les hormones, tenant mon nouveau-né dans les bras et pleurant parce que je réalisais que j'allais élever ces enfants pratiquement seule. Mais j'avais encore de l'espoir. Je me disais que lorsqu'ils grandiraient un peu, ils s'intéresseraient davantage, qu'ils voudraient jouer avec eux, leur apprendre des choses, être présents. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Les années passaient et ils devenaient de plus en plus distants. Il rentrait tard, avait toujours une réunion, un engagement professionnel. Le week-end, il faisait la grasse matinée et, à son réveil, restait sur son téléphone. Les enfants lui demandaient de jouer et il répondait qu'il était fatigué, qu'il avait besoin de se reposer. Je me souviens d'une fois, Chloé avait 4 ans et elle a demandé à son père de lui apprendre à faire du vélo. Il a promis que le samedi, il l'emmènerait au parc. Elle a passé toute la semaine à en parler, surexcitée. Le samedi venu, il a dit qu'il avait oublié qu'il avait un barbecue chez un ami. Chloé a pleuré, j'ai pleuré après qu'elle se soit endormie, et lui est allé à son barbecue comme si de rien n'était. Sa mère, Martine, lui trouvait toujours des excuses, disant que les hommes étaient comme ça, que l'important c'était qu'ils travaillent et ramènent de l'argent à la maison, que j'étais trop exigeante, trop dramatique. Sa belle-sœur, Patricia, était encore pire. Elle me lançait sans cesse des piques sur la chance que j'avais d'avoir un mari qui travaillait autant, que le sien était au chômage et que je devrais m'estimer heureuse. Elle me faisait me sentir coupable de vouloir que le père de mes enfants soit simplement présent dans leur vie. J'ai commencé à douter. Est-ce que j'en demandais trop? Étais-je vraiment si exigeante? Mais ensuite, des événements me rappelaient que non, ce n'était pas de l'exigence,
C'était la base. Comme le jour où Matteo s'est cassé le bras en tombant du toboggan. J'ai appelé Richard paniqué, le suppliant de venir avec moi à l'hôpital. Il a répondu qu'il était en pleine présentation importante et ne pouvait pas partir. Je suis restée 4 heures seule aux urgences avec un enfant de 5 ans qui hurlait de douleur pendant que mon mari concluait une vente. Ou comme cette nuit où Chloé a eu une forte fièvre et a fait des convulsions. J'étais seule à la maison. Je l'ai prise dans mes bras. J'ai attrapé Matteo qui dormait. J'ai mis les 2 enfants dans la voiture en tremblant de peur et j'ai conduit jusqu'à l'hôpital en priant pour que ma fille ne meure pas en chemin. J'ai appelé Richard une quinzaine de fois. Il n'a jamais répondu. Il a seulement répondu à mon message 3 heures plus tard, disant que son téléphone était en silencieux. Je ne l'ai jamais cru. J'ai commencé à remarquer d'autres choses aussi. L'odeur d'un parfum différent sur ses chemises, les messages qu'il cachait quand je passais près de lui, les voyages d'affaires de plus en plus fréquents. Mais j'étais si fatiguée, si épuisée d'élever 2 enfants quasi seuls, de travailler à temps plein et de m'occuper de la maison que je n'avais pas l'énergie d'enquêter. Je voulais juste survivre, un jour à la fois. Les enfants ont commencé à demander pourquoi papa n'était jamais à la maison, pourquoi il n'allait pas aux fêtes de l'école, pourquoi il ne regardait pas de films avec nous. J'inventais des excuses, je disais que papa travaillait très dur pour leur offrir une belle vie, mais à l'intérieur, je mourais un peu plus chaque fois que je devais justifier son absence. Pour les 6 ans de Matteo, j'ai organisé une petite fête simple à la maison avec quelques camarades de classe. Richard avait promis de quitter le travail plus tôt pour être là. Je l'avais prévenu 2 semaines à l'avance. Matteo était si heureux, il comptait les jours. Le jour de la fête est arrivé. J'ai tout préparé, fait un gâteau au chocolat, décoré la maison avec des ballons. Matteo attendait à la fenêtre que son père arrive. Les amis sont venus, on a chanté joyeux anniversaire, on a coupé le gâteau et Richard n'est pas venu. Pas un message, pas un appel. Il n'est tout simplement pas venu. Quand la fête a été finie et que tout le monde est parti, j'ai trouvé Matteo en larmes dans sa chambre. Il m'a demandé si papa ne l'aimait pas, s'il avait fait quelque chose de mal. J'ai serré mon fils de 6 ans dans mes bras sans savoir quoi lui répondre. Comment expliquer à un enfant que son propre père ne se soucie tout simplement pas assez de lui pour venir à son anniversaire? C'est à ce moment-là que j'ai compris que ça ne me concernait plus seulement moi. Il ne s'agissait plus du mariage que j'avais idéalisé et qui n'existait pas. Il s'agissait de 2 enfants qui grandissaient en pensant qu'ils n'étaient pas importants, qu'ils n'étaient pas dignes de l'amour et de l'attention de leur propre père. Et ça, je ne pouvais pas le permettre. Mais je ne savais pas encore comment j'allais changer cette situation. Je n'avais pas de famille à proximité. Mes parents étaient décédés quand j'étais jeune. Je dépendais financièrement de lui, car mon salaire d'institutrice suffisait à peine à payer les factures essentielles. Et j'avais peur, peur d'élever mes enfants seuls, peur de ne pas y arriver. Mais surtout, peur qu'en essayant de changer les choses, je ne fasse qu'empirer leur situation. Le moment précis où tout a basculé s'est produit 3 semaines après ce récital humiliant. Je nettoyais sa voiture parce qu'il me l'avait demandé, prétextant une réunion importante et la nécessité que le véhicule soit présentable. En ouvrant la boîte à gants pour jeter de vieux papiers, j'ai trouvé un reçu d'hôtel. Il datait d'un week-end où il m'avait dit être en déplacement professionnel à Lyon. Sauf que le reçu provenait d'un hôtel de luxe ici même, à Paris, avec suite et petit déjeuner inclus. Mon estomac s'est noué. J'ai continué à fouiller et j'ai trouvé d'autres choses. Des notes de restaurants romantiques à des dates où il prétendait travailler tard, des reçus de bijoux que je n'avais jamais reçus. Et puis, j'ai trouvé le pire, une petite boîte en velours bleu, cachée sous le siège. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait un délicat collier en argent avec un pendentif en forme de cœur. Dans la boîte à gants, il y avait même la carte de la bijouterie avec la date d'achat, 3 jours avant mon anniversaire de l'année précédente. Je me souvenais de ce jour-là. J'avais préparé un dîner spécial, espérant qu'il se souviendrait au moins de la date. Il était rentré à 11 heures du soir, disant qu'il avait complètement oublié et qu'il se rattraperait le week-end suivant. Il ne s'est jamais rattrapé. Et maintenant, je tenais dans mes mains un collier qu'il avait acheté pour moi, mais ne m'avait jamais donné. Ou pire, qu'il avait acheté pour quelqu'un d'autre.
Assise sur le siège de sa voiture, tenant ce collier, je n'ai pas pleuré. Je m'attendais à ressentir de la douleur, de la colère, du désespoir, mais ce que j'ai ressenti, c'était une froideur que je n'avais jamais connue. C'était comme si toutes ces années de déception, toutes ces promesses brisées, toutes ces humiliations avaient gelé quelque chose en moi. Et pour la première fois, je n'ai pas voulu sauver mon mariage. Je n'ai pas voulu lui donner une autre chance. Je n'ai pas voulu croire à un changement. Je voulais la justice. Je voulais qu'il paye pour chaque larme que j'avais versée seule, pour chaque nuit où j'étais restée éveillée avec un enfant malade pendant qu'il était Dieu sait où, pour chaque fois où j'avais dû regarder mes enfants dans les yeux et inventer une excuse pour l'absence de leur père. Cet après-midi-là, assise dans sa voiture, j'ai pris une décision. J'allais quitter ce mariage, mais je ne partirais pas les mains vides. Je ne serais pas la pauvre femme abandonnée. J'allais partir la tête haute, avec la garde de mes enfants, avec la sécurité financière qu'ils méritaient et avec ma dignité intacte. Mais je savais que je ne pouvais pas être impulsive. Richard avait de l'argent, une famille qui le défendrait, des avocats payés par son entreprise. Si je demandais simplement le divorce, il ferait tout pour me nuire, pour obtenir la garde partagée, même s'il ne voulait pas des enfants, juste pour ne pas payer la pension alimentaire complète. C'était exactement ce genre d'homme. Je devais donc être stratégique. J'avais besoin de preuves, j'avais besoin d'un plan. Ce soir-là, quand il est rentré, j'ai agi tout à fait normalement. Je lui ai servi le dîner, je lui ai demandé comment s'était passée sa journée. Il n'a même pas remarqué que quelque chose avait changé. Mais moi, je savais que tout avait changé. Les jours suivants, j'ai commencé à tout observer d'un autre œil. Chaque mensonge, je le notais discrètement sur mon téléphone avec la date et l'heure. Chaque fois qu'il manquait à un engagement envers les enfants, je le consignais. J'ai commencé à prendre des photos du calendrier familial où je marquais les événements scolaires qu'il ratait. J'ai conservé tous les messages où je lui demandais de l'aide et où il m'ignorait ou inventait des excuses. J'ai créé un dossier secret dans ma boîte mail et j'ai commencé à tout y envoyer. Capture d'écran de conversation, photos de reçus, tout. J'ai aussi commencé à me préparer financièrement. J'avais une petite épargne que ma grand-mère m'avait laissée des années auparavant et à laquelle je n'avais jamais touché. J'ai pris cet argent et j'ai ouvert un compte dans une autre banque, à mon seul nom. J'ai commencé à y mettre un peu d'argent chaque mois, des petites sommes dont il ne remarquerait pas l'absence, 20 € par-ci, 50 par-là. Je me suis également renseignée. J'ai passé des heures à lire sur le droit de la famille, la garde des enfants, la pension alimentaire, le partage des biens. J'ai rejoint des groupes de femmes divorcées sur Facebook et j'ai lu des centaines d'histoires. J'ai appris des erreurs et des succès des autres. J'ai découvert que son comportement, son absence émotionnelle, sa négligence envers les enfants, tout cela comptait dans la décision de garde. J'ai compris que j'avais besoin de preuves concrètes, de témoignages, de dossiers. Alors, j'ai commencé à construire mon dossier comme si j'étais ma propre avocate. J'ai demandé à la directrice de l'école des enfants un historique de présence aux réunions parents-professeurs. Devinez qui n'était jamais venu? J'ai demandé au pédiatre de mes enfants un document montrant qui les emmenait aux consultations. Sur 17 rendez-vous au cours de la dernière année, il était venu à 0. J'ai rassemblé toutes les invitations d'anniversaire, les fêtes d'école, les spectacles, tout ce qu'il avait manqué. Et le plus important, j'ai commencé à tenir un journal. Chaque soir avant de dormir, j'écrivais ce qui s'était passé, ce que je ressentais, ce que les enfants disaient de l'absence de leur père. Je notais tout avec des détails, des dates, des heures, des paroles. Ce journal est devenu mon refuge et mon arme. Je devais aussi être intelligente concernant l'infidélité. Je savais qu'il me trompait, mais il me fallait des preuves. Un soir, alors qu'il était sous la douche, j'ai pris son téléphone. Il y avait un code, mais je le connaissais, sa date d'anniversaire, narcissique comme il était. Je suis allée directement dans les messages supprimés. Il y a une astuce que j'ai apprise sur Internet pour les récupérer. Et là, tout était là. Des conversations avec une femme nommée Jessica, des rendez-vous, des messages explicites, des déclarations d'amour. Il était avec elle depuis près d'un an entier pendant que j'élevais ses enfants, pendant que je croyais qu'il travaillait.
J'ai fait des captures d'écran de tout. Il y avait plus de 200 messages. J'ai tout envoyé à mon email secret et j'ai effacé toute trace de mon passage sur son téléphone. Mais j'en avais besoin de plus. Je devais savoir qui était cette Jessica, où elle travaillait, si elle savait qu'il était marié et père de famille. J'ai donc créé un faux profil sur les réseaux sociaux et j'ai commencé mon enquête. J'ai découvert qu'elle travaillait dans la même entreprise que lui, dans l'équipe marketing. Elle avait 26 ans, bien plus jeune que moi. Sur ses photos Instagram, elle affichait ses voyages, ses dîners dans des restaurants chers, les cadeaux qu'elle recevait. Sur plusieurs photos, je reconnaissais des détails familiers. La montre que je lui avais offerte pour notre anniversaire de mariage, la chemise que je lui avais achetée, et même le cadre photo sur le bureau de notre maison avec une photo de nos enfants apparaissait en arrière-plan d'une de ces photos. Il l'emmenait chez nous quand les enfants et moi n'étions pas là. Cela m'a donné une idée. J'ai installé une de ces applications de localisation sur son téléphone, celle que les couples jaloux utilisent mais que je n'avais jamais envisagé d'utiliser auparavant. Je l'ai mise en mode invisible et pendant 3 semaines, j'ai suivi chacun de ses mouvements. J'ai découvert qu'il allait chez elle 2 fois par semaine, toujours les jours où il disait avoir une réunion tardive. J'ai découvert qu'il se rencontrait dans des hôtels un samedi sur 2, exactement les samedis où il prétendait avoir un match de foot avec ses amis. J'ai même découvert ce qu'il s'était passé le jour du récital de Chloé. Il l'avait emmenée avec lui parce qu'il sortait d'un déjeuner avec elle et que l'école se trouvait sur leur chemin. Il avait littéralement utilisé le récital de sa fille comme prétexte pour un rendez-vous avec sa maîtresse. Quand j'ai découvert ça, j'ai ressenti une rage si intense que j'ai dû m'enfermer dans la salle de bain pour ne pas exploser. Mais j'ai respiré profondément et je me souvenus de mon plan. Pas de confrontation émotionnelle, pas de scandale. C'était exactement ce que lui et sa famille attendaient de moi. Je devais être froide, calculatrice, implacable. Alors j'ai continué. J'ai continué à rassembler des preuves, à jouer le rôle de l'épouse dévouée et naïve. Mais à l'intérieur, j'étais en train de construire un dossier si solide qu'aucun de ses avocats ne pourrait le démolir. Et quand tout serait prêt, quand j'aurais toutes les cartes en main, alors, et seulement alors, je révélerais mon jeu. Et il ne saurait même pas ce qui lui serait arrivé. J'ai passé 4 mois à rassembler des preuves et 2 mois de plus à tout préparer pour le bon moment. Et le bon moment est arrivé quand j'ai découvert que Richard prévoyait de demander une promotion qui incluait une mutation dans une autre ville. Il ne m'en avait même pas parlé. Je l'ai découvert en voyant un email sur son ordinateur. Je savais que s'il obtenait cette promotion, il s'en servirait comme excuse pour être encore plus absent ou même pour se battre pour la garde en prétextant de meilleures conditions financières. J'ai donc décidé qu'il était temps d'agir. Mais avant tout, il me fallait un bon avocat. Pas n'importe qui. Il me fallait un spécialiste du droit de la famille et quelqu'un d'implacable. J'ai cherché pendant des semaines, lu des avis, regardé des vidéos, jusqu'à ce que je trouve Maître Dubois, une avocate réputée pour gagner des affaires de garde même quand tout semblait perdu. J'ai pris rendez-vous et j'ai apporté tout ce que j'avais rassemblé. Quand j'ai posé sur son bureau cette pile de documents, de captures d'écran, d'emails, de photos, de registres scolaires et médicaux, elle est restée silencieuse pendant 5 bonnes minutes, se contentant de feuilleter. Puis, elle a levé les yeux vers moi et a dit « Vous avez monté l'un des dossiers les plus solides que j'ai jamais vus. Il n'a aucune chance. » Ces mots m'ont donné une force que je n'avais pas ressentie depuis des années. Elle m'a expliqué la stratégie. D'abord, nous allions engager une procédure de divorce pour faute, invoquant l'infidélité et l'abandon affectif des enfants, en joignant toutes les preuves. Ensuite, nous demanderions la garde exclusive avec un droit de visite initialement supervisé, jusqu'à ce qu'il prouve un intérêt sincère pour les enfants. Quant à la pension, elle a dit qu'avec son salaire et son historique d'absence, nous pourrions demander une somme qui couvrirait non seulement les besoins essentiels, mais aussi le suivi psychologique dont les enfants auraient besoin. Nous avons également demandé le partage des biens, y compris l'appartement, qui, bien qu'à son nom, avait été acquis pendant le mariage, me donnant droit à 50%. Sa stratégie était de ne lui dire absolument rien, de simplement le faire assigner au travail devant ses collègues, y compris devant Jessica. L'humiliation publique serait maximale.
J'avoue que cette perspective m'a procuré un plaisir anticipé qui n'était peut-être pas très chrétien, mais qui était profondément humain. Nous avons tout planifié pour un mardi, jour où je savais qu'il avait sa réunion mensuelle avec toute la direction de l'entreprise. L'huissier de justice arriverait à 10 heures du matin. La veille, j'ai agi de manière tout à fait normale. Je lui ai préparé son petit déjeuner, lui ai demandé comment s'était passée sa journée. Il était tout excité, parlant de cette fameuse promotion, disant qu'il aurait peut-être bientôt de bonnes nouvelles. J'ai simplement souri en lui disant que je croisais les doigts pour lui. Il n'avait pas la moindre idée de ce qui l'attendait. Le mardi matin, je me suis réveillée avec une clarté d'esprit incroyable. J'ai préparé les enfants pour l'école, je leur ai donné leur petit déjeuner, je les ai déposés au portail comme toujours. Puis, je suis rentrée à la maison et j'ai attendu. À 10h15, mon téléphone a sonné. C'était Maître Dubois. Il a été assigné, a-t-elle dit, et d'après l'huissier, il est devenu blême en ouvrant l'enveloppe. Il a tenté de dire qu'il devait lire ça tranquillement, mais l'huissier lui a expliqué qu'il devait signer l'accusé de réception sur le champ, que c'était la procédure. Il a signé et apparemment a quitté la réunion en courant. 15 minutes plus tard, mon téléphone a explosé. 32 appels manqués de sa part, 17 messages. Le premier disait « C'est quoi ça ?» Les suivants étaient de plus en plus désespérés. « Tu es devenue folle, c'est un malentendu, il faut qu'on parle, ne fais pas ça à notre famille, pense aux enfants. » Je n'ai répondu à aucun. Maître Dubois m'avait conseillé de n'avoir aucun contact direct avec lui. Toute communication devait passer par les avocats. Mais il a débarqué à la maison. Il était midi, je préparais le déjeuner quand j'ai entendu la clé dans la serrure. Il est entré, bouleversé, les papiers de l'assignation froissés à la main. Il s'est mis à crier, me demandant ce que c'était que cette folie. J'ai gardé mon calme. J'ai éteint le feu sous la casserole, je me suis tournée vers lui et j'ai dit, d'une voix que je ne me connaissais pas, « Ce n'est pas de la folie, Richard, ce sont les conséquences. Tu crois que je ne sais pas pour Jessica ? Tu crois que je n'ai pas les preuves de chaque mensonge que tu as raconté, de chaque fois que tu as choisi n'importe quoi d'autre à la place de tes enfants ?» Il est resté sans voix. Son visage est passé par 5 émotions différentes en 3 secondes. Le déni, la colère, la peur, le désespoir. J'ai compris à ce moment-là qu'il avait enfin réalisé qu'il n'avait plus affaire à la même femme qui acceptait tout en silence. Il a essayé de s'approcher, de me toucher le bras avec cette manière manipulatrice qui était la sienne, disant qu'on pouvait régler ça entre nous sans impliquer d'avocat, qu'il allait changer. J'ai reculé d'un pas et j'ai dit « Tu as eu 8 ans pour changer. 8 ans pendant lesquels j'ai mendié des miettes d'attention pour moi et pour tes enfants. Maintenant, c'est fini. Tu peux sortir de chez moi. » Il était indigné. « De chez toi, c'est aussi ma maison. C'est moi qui ai tout payé ici. » J'ai répondu « Alors, tu recevras ta moitié quand nous la vendrons lors du partage des biens. Mais en attendant, c'est ici que vivent tes enfants et tu ne vis plus ici. J'ai fait changer les serrures ce matin. Tes affaires sont dans 3 cartons dans le garage. Tu peux les prendre maintenant. » Voir son visage à ce moment-là, le choc, la rage, le désespoir, je ne vais pas mentir, ça m'a procuré une profonde satisfaction. Il a tenté d'argumenter, de menacer, disant qu'il demanderait la garde des enfants, qu'il prouverait que j'étais folle, que je les montais contre lui. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à filmer. « Alors, répète ça, ai-je dit. Ce sera parfait à montrer au juge, toi en train de menacer la mère de tes enfants. » Il a compris le piège et a reculé. Il a pris ses cartons et est parti en claquant la porte. Les jours suivants, la véritable guerre juridique a commencé. Son avocat, un certain Maître Leblanc, très bien payé par l'entreprise, a déposé une réponse contestant tout, affirmant que je mentais, que Richard était un père présent, que son absence était due à son travail acharné pour subvenir aux besoins de sa famille et que j'utilisais les enfants comme une arme par jalousie envers cette collègue. Maître Dubois s'attendait exactement à ça. Nous avons fixé une audience de conciliation, sachant déjà qu'il n'y en aurait aucune. Le jour de l'audience, je suis arrivée avec une clé USB contenant toutes les preuves, organisées en dossier. Il y avait même un document de 140 pages que j'avais moi-même assemblé, avec une chronologie, des captures d'écran, des photos, le tout daté et vérifiable. Quand Maître Leblanc a commencé son discours sur le fait que Richard était une victime, qu'il travaillait beaucoup, qu'il avait toujours aimé ses enfants,
Maître Dubois a simplement branché la clé USB sur l'ordinateur de la salle et a commencé la projection. Elle a montré les captures d'écran des conversations avec Jessica. Elle a montré l'historique de localisation de son téléphone, prouvant qu'il mentait sur ses allées et venues. Elle a montré les reçus d'hôtel, les cadeaux achetés pour sa maîtresse. Elle a montré le document de l'école, attestant qu'en 3 ans, il ne s'était présenté à aucune réunion de parents. Elle a montré le document du pédiatre. Elle a montré des photos des anniversaires des enfants où il était absent. J'avais même réussi à obtenir des vidéos des spectacles de l'école où l'on voyait Chloé chercher son père dans le public en vain. Quand nous avons eu fini, le silence dans la salle était absolu. Même Maître Leblanc était sans voix. Richard était blême, en sueur, la tête basse. Le juge l'a regardé et lui a demandé s'il avait quelque chose à dire. Il a tenté de balbutier quelques excuses, mais le juge a levé la main et a dit qu'il en avait assez vu. Il a ajouté qu'il fixerait une date pour l'audition des témoins, mais qu'il était déjà clair qu'il y avait une négligence paternelle grave. À cet instant, j'ai vu quelque chose se briser en Richard. Ce n'était pas du remords pour ce qu'il avait fait à ses enfants. C'était de la rage d'avoir été exposé, d'avoir perdu le contrôle, d'avoir été acculé. Nous sommes sortis du tribunal et Maître Dubois m'a dit qu'elle était sûre à 99% que j'obtiendrais tout ce que j'avais demandé. Mais j'avais encore un atout dans ma manche que je n'avais montré à personne, pas même à mon avocate. Par la mère d'une amie de Chloé, j'avais obtenu le contact de 3 autres épouses de collègues de Richard. Et toutes avaient des histoires similaires. Il était connu au travail pour être un coureur de jupons, pour draguer les employés. L'une d'elles a même dit qu'il avait tenté sa chance avec elle lors d'une fête d'entreprise des années auparavant, alors qu'elle était encore mariée à un de ses collègues. J'avais recueilli les témoignages informels de ces femmes, toutes prêtes à témoigner, et je les gardais en réserve au cas où ils tenteraient de renverser la situation. Mais ce ne fut pas nécessaire. 3 semaines plus tard, la décision provisoire est tombée. Garde exclusive pour moi. Pension alimentaire fixée à 40% de son salaire net, plus la mutuelle et les frais de l'école privée. Droit de visite un week-end sur 2, mais uniquement en présence d'un tiers de confiance jusqu'à ce qu'il ait suivi un stage de parentalité. J'ai lu cette décision 3 fois pour y croire. J'avais réussi. J'avais vraiment réussi à protéger mes enfants et à garantir leur avenir. L'audience finale a eu lieu 2 mois plus tard. C'est ce jour-là que tout a été définitivement mis en lumière. Richard avait perdu sa promotion à cause du scandale au travail. Jessica avait été mutée dans une autre filiale de l'entreprise, dans une autre région. Apparemment, les ressources humaines avaient jugé que leur relation créait un environnement toxique. Et sa famille, cette belle-mère et cette belle-sœur qu'il avait toujours défendues, commençaient enfin à voir la vérité. La semaine précédant l'audience, Martine m'a appelée. C'était la première fois en 8 ans qu'elle m'appelait directement. Elle pleurait. Elle m'a dit qu'elle était allée voir Richard dans le minuscule appartement qu'il avait loué après avoir quitté la maison et qu'elle l'avait trouvé complètement perdu, ne sachant même pas comment faire fonctionner la machine à laver. Elle a dit qu'ils avaient discuté et que pour la première fois, il avait admis avoir été absent, avoir été infidèle, m'avoir tout laissé sur les bras. Elle s'est excusée. Elle a dit qu'elle avait élevé son fils en pensant qu'un homme n'avait rien à faire à la maison, qu'il devait seulement travailler, et qu'elle en voyait maintenant le résultat. Elle m'a demandé de ne pas l'empêcher de voir ses petits-enfants. Je lui ai assuré que je ne le ferais jamais, que le problème n'avait jamais été elle, mais les mensonges et l'absence de son fils. J'ai raccroché et j'ai pleuré. Pas de tristesse, mais de soulagement, de reconnaissance. Même sa mère avait admis que j'avais raison. Le jour de l'audience finale, je suis arrivée en avance avec Maître Dubois. Nous avions tout préparé. Elle avait même réussi à faire venir un témoin surprise auquel je ne m'attendais pas, la directrice de l'école des enfants. Elle avait demandé à témoigner volontairement après avoir eu connaissance de l'affaire. Quand Richard est arrivé avec Maître Leblanc, il était différent. Plus maigre, des cernes sous les yeux. J'ai compris qu'il sentait le poids de tout ce qui se passait. On nous a appelés dans la salle d'audience. Le juge, M. Lambert, était connu pour être strict, mais juste, surtout dans les affaires impliquant des enfants. Il a commencé par appeler les témoins de Richard. Il avait fait venir 2 collègues pour attester qu'il était un bon père et un professionnel dévoué.
Le premier a dit que Richard mentionnait toujours ses enfants, qu'il montrait des photos, qu'il était évident qu'il les aimait. Maître Dubois a simplement demandé lors du contre-interrogatoire « Et à combien d'événements scolaires de ces enfants qu'il aime tant l'avez-vous vu assister ?» Le témoin est resté sans voix, disant qu'il ne saurait répondre à ça. Question suivante. Avez-vous déjà été chez lui quand les enfants étaient là? Oui, une fois. Et comment a-t-il interagi avec eux? Le témoin a hésité, a dit que c'était normal. Maître Dubois a insisté. Qu'avez-vous vu exactement de ces faits et gestes avec les enfants? Le témoin a fini par admettre qu'en fait, il avait demandé à son ex-femme, c'est-à-dire moi, d'emmener les enfants dans une autre pièce parce qu'ils regardaient un match de foot. Témoin démoli. Le deuxième témoin était encore plus faible, un ami personnel qui était clairement là pour faire nombre. Quand ce fut le tour de nos témoins, le ton a complètement changé. D'abord, la pédiatre des enfants a témoigné. Elle a apporté le dossier complet, montrant qu'en 5 ans de consultation, le père n'était venu qu'une seule fois. Et cette unique fois, c'était parce que j'étais hospitalisée pour une pneumonie et que je ne pouvais pas emmener Chloé. Elle a également mentionné que lors de plusieurs consultations, j'avais fait état de l'anxiété croissante des enfants liée à l'absence paternelle, que Mathéo avait développé un comportement d'attachement excessif envers moi, de peur que je disparaisse aussi. Entendre ça de nouveau m'a fait mal. Ensuite, ce fut le tour de la directrice de l'école, Madame Leroy. Elle avait été l'institutrice de Chloé pendant 2 ans et connaissait bien notre situation. Elle a raconté comment Chloé attendait toujours à la fenêtre les jours de spectacle, comment elle demandait toujours si son père viendrait, cette fois-ci, comment peu à peu elle avait arrêté de demander parce qu'elle connaissait déjà la réponse. Elle a parlé du jour du récital. Elle a dit avoir vu Richard arriver avec une autre femme, avoir vu la confusion sur le visage de Chloé, et qu'après ce jour-là, la petite fille était devenue plus renfermée, moins participative, et avait commencé à avoir des problèmes de concentration. Madame Leroy a regardé Richard droit dans les yeux et a dit quelque chose qui a résonné dans toute la salle. Je travaille avec des enfants depuis 23 ans. J'ai vu toutes sortes de configurations familiales, mais je n'ai jamais vu un père aussi présent sur le compte en banque et aussi absent dans la vie de ses enfants. Richard a baissé la tête. Maître Leblanc a tenté de contester, disant que c'était une opinion personnelle, mais le juge a déclaré que c'était l'impression d'une professionnelle qualifiée qui a côtoyé l'enfant et que cela serait pris en compte. Puis, ce fut mon tour de témoigner. Maître Dubois m'a posé des questions que nous avions répétées. J'ai parlé des nuits seules à l'hôpital, des anniversaires manqués, des promesses brisées. Mais ce qui a vraiment eu de l'impact, c'est quand elle m'a demandé comment les enfants réagissaient à l'absence de leur père. J'ai commencé à raconter cette fois où Mathéo m'a demandé si son père ne l'aimait pas. Ma voix s'est brisée. J'ai commencé à pleurer. Ce n'était pas du cinéma. C'était réel. C'était tout ce que j'avais contenu pendant des années qui sortait enfin. Le juge m'a accordé un moment, m'a offert de l'eau. J'ai respiré profondément et j'ai continué. J'ai raconté que j'avais passé des années à inventer des excuses, à trouver des justifications pour protéger l'image de leur père, mais qu'à un certain point, j'avais réalisé que je faisais du mal à mes enfants en normalisant la négligence. Maître Leblanc a essayé de me déstabiliser pendant son contre-interrogatoire. Il m'a demandé si je n'utilisais pas les enfants comme une arme par jalousie, si je n'exagérais pas des situations normales pour un homme qui travaille beaucoup. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répondu « J'ai 2 emplois. Je suis institutrice le matin et je donne des cours particuliers 3 après-midi par semaine. Pourtant, je n'ai jamais manqué une seule réunion scolaire, jamais manqué un rendez-vous médical, jamais manqué d'être présente dans les moments importants. Alors non, il ne s'agit pas de travailler beaucoup, il s'agit de priorités. Et ces priorités n'ont jamais été ses enfants. » Puis il m'a interrogé sur l'infidélité, insinuant que je n'avais peut-être pas été une bonne épouse, que c'était peut-être pour ça qu'il avait cherché de l'attention ailleurs. Maître Dubois s'est levé immédiatement pour objecter, déclarant que c'était une culpabilisation de la victime et complètement hors de propos pour la question de la garde. Le juge a été d'accord et a rappelé Maître Leblanc à l'ordre. Puis est arrivé le moment que j'attendais et que je redoutais à la fois. Richard a été appelé à la barre. Il s'est assis sur le banc des témoins et a juré de dire la vérité.
Son avocat lui a posé des questions faciles, tentant de peindre le portrait d'un père repentant qui veut changer. Richard avait bien répété. Il a dit qu'il reconnaissait avoir commis des erreurs, qu'il avait trop travaillé et manqué des moments importants, qu'il regrettait, qu'il voulait une chance d'être présent dans la vie de ses enfants. C'était presque convaincant. Mais ensuite, ce fut le tour de Maître Dubois. Elle a commencé calmement. Elle lui a demandé depuis combien de temps il avait une liaison avec Jessica. Il a d'abord tenté de nier, puis a admis que c'était une relation qui avait duré quelques mois. Elle a montré les captures d'écran. 1 an, Richard, pas quelques mois. Il est resté sans réponse. Elle a continué. Vous avez emmené votre maîtresse au récital de votre fille. Il a tenté d'expliquer que c'était une coïncidence, qu'il revenait d'un rendez-vous professionnel. Elle a demandé. Alors, vous considérez le récital scolaire de votre fille de 7 ans comme un lieu approprié pour emmener votre maîtresse? Il n'a pas répondu. Elle a creusé davantage. Quand avez-vous demandé pour la dernière fois à vos enfants comment s'était passée leur journée à l'école? Silence. Quand les avez-vous couchés pour la dernière fois? Silence. Connaissez-vous le nom de l'institutrice actuelle de Chloé, du meilleur ami de Mathéo, de leur couleur préférée? Silence à chaque question. Et puis, elle a posé la question finale, celle qui a anéanti toute chance pour lui. Monsieur, vous demandez ici la garde partagée de vos enfants. Pouvez-vous me dire quelles sont leurs dates d'anniversaire? Il s'est figé. Il a essayé de réfléchir, a commencé à dire une date et s'est arrêté. C'était faux et il le savait. Il en a tenté une autre, fausse aussi. Un silence de mort s'est abattu sur la salle. Un père qui ne connaissait pas l'anniversaire de ses propres enfants. Le juge l'a renvoyé de la barre des témoins avec une expression de profonde déception sur le visage. Lors des plaidoiries finales, Maître Dubois a été chirurgicale. Elle a présenté tous les faits, toutes les preuves, tous les témoignages. Elle a demandé non seulement la garde exclusive définitive, mais aussi que le droit de visite soit maintenu sous surveillance jusqu'à ce que le père ait suivi un stage de parentalité responsable et présenté un suivi psychologique. Maître Leblanc a tenté d'argumenter que c'était excessif, que cela empêcherait le lien paternel de se créer. Mais le juge l'a interrompu et a dit que le lien paternel avait déjà été rompu depuis des années par le choix du père lui-même et qu'il appartenait maintenant à Richard de prouver qu'il voulait vraiment reconstruire ce lien. La sentence est tombée 3 semaines plus tard. Garde exclusive définitive pour moi. Pension alimentaire fixée à 45% de son salaire net, plus les avantages. Visite tous les 15 jours sous surveillance. Partage des biens en ma faveur, incluant 70% de la valeur de l'appartement, considérant que je m'étais occupée seule des enfants pendant qu'il investissait dans une relation extra-conjugale. Et, en plus, une indemnisation pour préjudice moral de 10 000 € pour les années de négligence émotionnelle et l'exposition des enfants à des situations humiliantes. Quand j'ai lu cette sentence pour la première fois, assise dans le salon de la maison qui était désormais la mienne et celle de mes enfants, j'ai pleuré. J'ai pleuré tout ce que je n'avais pas pleuré pendant des années. J'ai pleuré de soulagement, de justice et à l'idée d'un nouveau départ. 2 ans ont passé depuis ce jugement, et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, j'ai peine à reconnaître la femme que j'étais. La vie a complètement changé, non seulement pour moi, mais surtout pour les enfants. Les premiers mois après le divorce ont été une période d'adaptation. Chloé avait 9 ans et Mathéo 7. Ils ont dû digérer tout ce qu'il s'était passé. Je les ai tous les deux inscrits en thérapie avec une formidable psychologue, Madame Bernard. Elle a travaillé avec eux sur les questions d'abandon et sur cette culpabilité que les enfants dans cette situation ressentent toujours, même s'ils ne le devraient pas. Et petit à petit, j'ai vu mes enfants recommencer à sourire pour de vrai. Chloé, qui s'était renfermée sur elle-même à l'école, a recommencé à participer. Elle s'est inscrite à la chorale, s'est fait de nouvelles amies. Elle a cessé de regarder la porte en attendant quelqu'un qui n'arrivait jamais. Mathéo, qui avait développé cet attachement anxieux envers moi, a commencé à se sentir plus en sécurité, comprenant que je n'allais pas l'abandonner, qu'il pouvait avoir confiance en ma présence constante. Avec l'argent de la pension et des dommages et intérêts, j'ai enfin pu nous offrir une stabilité financière que nous n'avions jamais eue. Je les ai retirés de l'école privée hors de prix sur laquelle Richard insistait pour impressionner les autres,
et je les ai inscrites dans une école plus petite, plus chaleureuse, où ils comptaient vraiment et n'étaient pas que des numéros. J'ai utilisé une partie de l'argent pour rénover l'appartement, qui était maintenant vraiment le nôtre. Nous avons peint les chambres des couleurs qu'ils ont choisies. Chloé a voulu du rose pâle avec des étoiles au plafond, Mathéo du bleu avec des étagères pour ses petites voitures. Pour la première fois, ils avaient un espace qui était réellement le leur, façonné avec amour et attention. J'ai aussi pu réduire ma charge de travail. J'ai arrêté les cours particuliers et j'ai utilisé l'argent du partage des biens pour suivre une spécialisation en psychopédagogie. J'ai trouvé un meilleur poste dans une école privée en tant que coordinatrice pédagogique, avec un meilleur salaire et des horaires qui me permettent d'aller chercher mes enfants à l'école tous les jours, de dîner ensemble, de les aider à faire leurs devoirs. Des choses simples qui étaient autrefois un luxe. Quant à Richard, il a suivi le stage de parentalité ordonné par le juge. Il a fait 6 mois de thérapie et progressivement, il a commencé à avoir des visites non supervisées. Au début, les enfants étaient méfiants, surtout Chloé. Elle avait peur de rester seule avec lui, peur qu'il disparaisse à nouveau ou qu'il amène une autre inconnue. Mais avec le temps et beaucoup d'efforts de sa part, oui, de sa part, car pour la première fois de sa vie, il a vraiment fait des efforts, les choses se sont améliorées. Il a appris à être un père, pas comme je l'avais espéré en l'épousant et en rêvant de la famille parfaite, mais de la manière possible pour quelqu'un qui reconstruit une relation à partir de zéro. Aujourd'hui, il vient chercher les enfants un week-end sur 2. Il vient vraiment. Il n'est pas en retard, n'invente pas d'excuses, il les emmène au parc, au cinéma, au musée. Des choses simples, mais qui signifient sa présence. Chloé m'a raconté qu'il lui avait demandé pardon, qu'il avait pleuré en parlant de tout ce qu'il avait manqué par égoïsme et immaturité. Elle a la maturité d'une enfant qui a traversé beaucoup d'épreuves. Elle lui a dit qu'elle essayait de lui pardonner, mais que ça prendrait du temps. Et j'ai trouvé magnifique qu'elle sache poser ses limites de cette façon. Mathéo est encore plus réservé avec son père. Il le teste encore pour voir s'il va vraiment venir, lui demande 3 fois avant le jour J si papa a bien confirmé qu'il viendrait les chercher. Mais peu à peu, il réapprend à faire confiance. Jessica a complètement disparu de sa vie. Du moins, c'est ce qu'il dit, et je n'ai plus de raison d'en douter ni de m'en soucier. Il vit seul dans un petit appartement, a perdu plusieurs amis quand toute l'affaire a éclaté. Sa famille, qui le défendait aveuglement, exige maintenant de lui présence et responsabilité. Martine vient voir ses petits-enfants toutes les semaines. Elle et moi avons développé une relation de respect. Elle apporte des gâteaux, aide aux devoirs et me remercie toujours de ne pas avoir empêché son contact avec les enfants, même quand j'avais toutes les raisons d'être en colère contre toute sa famille. Patricia, la belle-sœur, a pris ses distances. Je pense qu'elle a honte de me regarder après tous les commentaires malveillants qu'elle a faits au fil des ans. Et sincèrement, elle ne me manque pas. Quant à moi, je me redécouvre en tant que personne. J'ai passé tellement de temps à n'être qu'une mère et une épouse frustrée que j'avais oublié qui j'étais. J'ai recommencé à faire des choses que j'aimais. J'ai rejoint un club de lecture, je me suis mise à la marche dans le parc le samedi matin quand les enfants sont avec leur père. Je me suis fait de nouvelles amies, des femmes incroyables qui me soutiennent. J'ai aussi ouvert mon cœur à la possibilité d'une nouvelle relation. Je ne cherche pas activement, mais je suis ouverte. J'ai rencontré un homme à l'école, le professeur de sport des enfants, Marc. Nous avons commencé à discuter lors des réunions pédagogiques. Il m'a invité à prendre un café quelquefois. Tout est très léger, très simple, sans pression. Chloé m'a déjà demandé s'il me plaisait. J'ai lui répondu que j'apprenais à le connaître, que peut-être bien. Elle a dit que ce serait bien que je sois heureuse aussi, que je le méritais. Venant d'une enfant de 11 ans, ces mots avaient un poids énorme. Cela signifiait qu'elle voyait que je m'étais sacrifiée, que j'avais mis leur bonheur avant le mien, et que maintenant, elle voulait me rendre l'appareil en souhaitant mon bonheur. Le plus important dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, je dors en paix. Je n'ai plus cette angoisse dans la poitrine, cette peur constante que les enfants me posent des questions sur leur père et que je ne sache pas quoi répondre. Je n'ai plus besoin d'inventer des excuses, plus besoin de protéger l'image de quelqu'un qui ne le méritait pas. Mes enfants connaissent la vérité d'une manière adaptée à leur âge. Ils savent que parfois, les adultes font des erreurs, que leur père en a fait beaucoup, mais qu'il essaie de s'améliorer. Et qu'indépendamment de cela, ils sont aimés sans condition par moi et par la famille que nous avons construite. Je regarde ma maison maintenant. Je vois leurs dessins sur le frigo, les sacs d'école jetés dans l'entrée,
les baskets pleines de terre du parc, et je ressens de la gratitude. La gratitude d'avoir eu le courage de partir, de me battre, de ne pas accepter des miettes. Si j'étais restée dans ce mariage mort par peur ou par commodité, mes enfants auraient grandi en pensant que c'était normal, que l'amour c'était l'absence, qu'une famille c'était chacun dans son coin. Aujourd'hui, ils savent qu'une famille c'est la présence, c'est l'attention, c'est choisir d'être ensemble même quand c'est difficile. J'ai appris que parfois, le plus grand acte d'amour n'est pas de maintenir une famille unie à tout prix, mais d'avoir le courage de défaire ce qui est brisé pour construire quelque chose de nouveau et de sain. Richard a perdu des années précieuses avec ses enfants. Il a manqué les premiers mots, les premiers pas, les premiers spectacles d'école, les peurs nocturnes, les éclats de rire. Tout ça, il l'a perdu et ne le récupérera jamais. L'argent pour lequel il a tant travaillé ne lui a racheté aucun de ces moments. Et je crois qu'il l'a enfin compris. Trop tard pour ce qui aurait pu être, mais encore à temps pour construire quelque chose pour l'avenir. Quant à moi, j'ai retrouvé ma dignité, j'ai retrouvé la paix. J'ai gagné la certitude d'avoir fait ce qui était juste, même si c'était le plus difficile. Et j'ai gagné le respect de mes enfants, qui aujourd'hui ne voient pas en moi une victime, mais une femme forte qui s'est battue pour sa famille. Il y a des nuits où je pleure encore en me souvenant de tout ce que j'ai traversé, de la solitude, de la peur, de l'épuisement. Mais ce sont des larmes différentes maintenant. Ce sont les larmes de celle qui a survécu, qui a gagné, qui regarde le chemin parcouru avec fierté. Si je pouvais remonter le temps et parler à cette femme assise dans l'amphithéâtre de l'école, le cœur brisé et sa fille désemparée dans ses bras, je lui dirais d'avoir du courage, que tout cela en vaudrait la peine, que la tempête passerait et que le soleil reviendrait briller. Et il a brillé. Aujourd'hui, nous sommes heureux, tous les trois, d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Et ce bonheur, plus personne ne pourra jamais nous l'enlever. Et maintenant, c'est vous que je veux écouter. J'aimerais savoir ce que vous pensez de cette histoire. Avez-vous déjà traversé une épreuve similaire? Avez-vous aussi dû élever vos enfants pratiquement seuls, avec un père physiquement présent mais émotionnellement absent? Ou peut-être connaissez-vous quelqu'un qui vit cette situation en ce moment? Racontez-moi dans les commentaires. Votre histoire peut aider une autre personne qui se sent seule, qui pense qu'elle est trop exigeante, qui doute de mériter mieux. Laissez votre témoignage ci-dessous. Créons un réseau de soutien. Car plus nous en parlons, plus nous partageons nos expériences, plus nous devenons fortes et plus de femmes trouvent le courage de changer leur situation. Laissez-moi aussi vous poser une question. Pensez-vous que j'ai eu raison de me battre pour la garde exclusive ou aurais-je dû accepter la garde partagée dès le début? Je veux vraiment connaître votre opinion sincère à ce sujet. Certains m'ont critiqué, disant que j'étais vindicative, que je me servais des enfants. Mais j'ai toujours su, au fond de mon cœur, que je protégeais mes enfants. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Dites-le moi en commentaire, discutons-en. Maintenant, si vous vous êtes identifié à cette histoire, si vous ou quelqu'un que vous aimez traversez une relation difficile, une situation d'absence émotionnelle, de manque de soutien, je veux vous encourager à chercher de l'aide. Et l'aide la plus importante que vous puissiez chercher, c'est l'aide spirituelle. Placez votre foi en Dieu. Confiez vos peines à Jésus-Christ. Je sais que ça peut sembler cliché. Je sais que certains diront que la religion ne résout pas les problèmes pratiques. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dans les moments les plus difficiles de mon parcours, quand j'étais seule au milieu de la nuit à l'hôpital avec un enfant malade, quand je pleurais en cachette dans la salle de bain pour que les enfants ne me voient pas, quand je pensais ne pas avoir la force de continuer, c'est ma foi qui m'a soutenue. C'est de savoir que Dieu était avec moi, que je n'étais pas réellement seule, qu'il y avait un but plus grand derrière toute cette souffrance. Alors je vous y encourage. Si vous n'avez pas encore d'église, cherchez une communauté de foi chrétienne près de chez vous. Un lieu où vous pourrez être accueillis, où vous pourrez prier, où vous pourrez rencontrer d'autres personnes qui comprennent vos luttes. La foi ne résoudra pas vos problèmes comme par magie du jour au lendemain, mais elle vous donnera la force de les affronter. Elle vous donnera la sagesse de prendre les bonnes décisions. Elle vous donnera la paix au milieu de la tempête. Jésus a dit que dans ce monde, nous aurions des tribulations, mais qu'il fallait prendre courage, car il a vaincu le monde. Et c'est cette victoire que j'ai expérimentée dans ma vie. Ce n'était pas facile, ce n'était pas rapide, mais c'était réel. Alors, ne traversez pas ça seul. Cherchez de l'aide professionnelle, oui, un psychologue, un avocat si nécessaire,
un réseau de soutien d'amis et de famille, mais cherchez aussi une aide spirituelle. Laissez Dieu guider vos pas. Ayez confiance qu'il a pour votre vie un plan meilleur que tout ce que vous pouvez imaginer. Je veux remercier du fond du cœur chacun d'entre vous qui a regardé jusqu'ici, qui a consacré ce temps à écouter mon histoire. Je sais que c'était long, mais j'espère que cela en valait la peine. J'espère que d'une manière ou d'une autre, cette histoire vous a touché, vous a inspiré, vous a donné de l'espoir, ou au moins vous a fait vous sentir moins seul. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous. Je lis absolument tous les commentaires, je réponds dès que je peux et votre participation fait toute la différence pour que la chaîne grandisse et touche plus de personnes. Merci beaucoup d'être là avec moi dans cette aventure. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous, qu'il vous donne la force d'affronter vos défis, la sagesse de prendre vos décisions et la paix pour aller de l'avant. Je vous embrasse de tout cœur et à la prochaine vidéo.